Papa avait un garage. Il était champion pour remettre à neuf les voitures les plus cabossées, les plus en dèche. Il racontait toujours qu'il fallait souffrir, se battre sans cesse pour arriver là où on veut, sans jamais être sûr d'y arriver, mais que l'essentiel était de se battre, d'être fier de soi-même. Il disait qu'il était parti de rien, que ses parents étaient pauvres et qu'ils n'avaient rien pu lui laisser. Tout ce qu'il avait, il s'était battu pour l'avoir. Personne ne lui avait fait de cadeau et qu'on n'avait pas à attendre de cadeaux. Il nous emmenait partout avec lui, Lydie et moi. Ses copains disaient « Ah, voici la nounou ». Il les traitait d'idiots en disant que ces enfants-là étaient aussi les siens et qu'il n'y avait pas de raison qu'ils les laissent tout le temps sur le compte de leur mère. Et que ça, il le faisait par principe, mais surtout parce qu'il prenait du plaisir à le faire et que si on travaillait bien en classe, c'était parce que maman et lui s'étaient toujours occupés de nous tous les deux, qu'ils n'avaient qu'à en faire autant avec leurs enfants. Et puis, et puis, et puis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicole Cage. Nicole, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une femme connue, vous êtes poète, vous êtes auteur de pièces de théâtre, mais aussi de contes et de romans. Mais vous êtes aussi professeur de lettres et d'espagnol. J'ai été. Vous avez été. Mais surtout, vous êtes une Martiniquaise bien ancrée dans la société, bien au fait des caractéristiques de la société martiniquaise. Et vous mettez bien en lumière ces caractéristiques dans vos ouvrages. C'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. Vous avez déjà publié plus de 16 ouvrages, romans et poèmes, pour certains traduits en albanais, en roumain, je crois, en anglais, en espagnol. Vous êtes une femme internationale. Vous avez reçu 4 prix littéraires, notamment le prix cubain Casa de las Américas, pour votre recueil de poèmes Arc-en-ciel, l'espoir. Cette année 2024, vous avez une riche et belle actualité, puisque vous présentez 4 nouveaux ouvrages que nous allons découvrir, 2 romans à destination de la jeunesse, Confidentiel pour les collégiens, Cette maman-là plus pour les lycéens, mais vous n'oubliez pas les tout petits, puisque vous avez un conte illustré par Jade Amaury, Tibougla, qui a donné en inspiration une pièce de théâtre pour un peu plus grands, les enfants. Et ces 4 ouvrages sont édités chez Caraïbes Éditions, un éditeur qui croit en vous et qui vous accompagne dans vos projets. C'est ça. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi la jeunesse ? Pourquoi avez-vous choisi de vous adresser à la jeunesse, alors qu'on peut dire que la littérature jeunesse est plutôt le parent pauvre de la littérature ? Et est-ce un choix en conscience, pour reprendre le titre d'une conférence que vous donniez dernièrement ? Tout à fait. J'écris effectivement pour les plus grands, mais j'ai toujours tenu à écrire pour les petits. D'ailleurs, le prix Casa de las Américas que vous avez mentionné tout à l'heure m'a été attribué pour un ouvrage de poésie pour la jeunesse. Je suis maman, j'ai été éducatrice et enseignante. Donc, c'était important pour moi, à la fois en tant que maman et à la fois en tant qu'éducatrice, de fournir de la matière à cette jeunesse, à la jeunesse de notre pays, parce que je trouvais qu'il manquait d'images, qu'il manquait de personnages, qu'il manquait de référents qui leur ressemblent, qu'il manquait des paysages qui soient ceux de chez eux. Et donc, pour moi, c'était presque un devoir d'écrire pour la jeunesse de ce pays et de la Caraïbe. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui vous a manqué vous-même quand vous étiez plus petite ?
Complètement, complètement. J'ai commencé très tôt à m'intéresser aux livres. Je prenais les livres de mes aînés, même les manuels scolaires. Et sur ces manuels scolaires, ben, il y avait des petites filles avec de longues nattes, des petites filles avec des robes immaculées, brodées, etc. Des fouilles, des paysages voilà, qui ne qui me ne vous parlait ressemblaient pas? pas, qui ne, une petite fille essaye désespérément de ressembler à ce qu'elle voit, aux modèles qui sont quelque part imposés. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas secouer mes cheveux dans le vent, pourquoi je ne pouvais pas faire tournoyer mes robes à, à broderie, etc. Donc, ce sont des choses qui m'ont manqué. Et donc, c'était important pour moi voilà, de pallier ce manque. Alors justement, dans tous vos ouvrages, vous écrivez comme si vous aviez vous-même 10 ou 15 ans. Je me demande comment vous faites. Vous êtes vraiment, et du coup le lecteur aussi, dans la peau des jeunes. Comment faites-vous pour, épouser aussi bien la réalité des jeunes, la réalité de leurs pensées, la façon de parler, leurs états d'âme? Bah, je suis une grande observatrice et une grande écoutante, j'ai envie de dire. J'observe beaucoup cette jeunesse, je l'écoute. J'ai eu beaucoup de neveux et nièces que j'ai accompagnés à différents niveaux, différents degrés de leur parcours. Encore une fois, mon métier d'enseignante et puis le fait d'être maman aussi, donc les interactions aussi de mes enfants avec leurs camarades. Donc j'écoute et j'essaye de comprendre ce qui les meut, ce qui les intéresse et comment ils parlent. Et donc c'est ça. Donc je suis une observatrice attentive et j'essaye voilà, de retransmettre un peu ce que j'entends, ce que je vois, ce que je capte, Ouais. ce que je devine aussi, parce que tout ne se dit pas. Oui, il y a des Euh, non-dits, que vous ressentez Absolument. et que vous Mm. arrivez bien à retraduire, dans votre écriture. Et dans vos 2 romans d'ailleurs, les 2 personnages, principaux tiennent un journal intime. Vous dites à travers Samuel dans Confidentiel: «Ce n'est pas un truc de fille, non, c'est un apaisement. De toute façon, ça me fait du bien d'écrire». Alors, est-ce que l'écriture a une vertu thérapeutique? Est-ce que c'est, une forme de réparation? Certainement, certainement. Et puis, simplement le fait pour un jeune, par exemple, quand j'anime des ateliers d'écriture, je conseille aux jeunes de tenir un journal, aussi bien les filles que les garçons. Effectivement, on considère que c'est un truc de fille, mais c'est tellement important que d'avoir dans la folie un peu des temps, dans la folie des jours, dans les rythmes parfois effrénés que nous avons, ben de mettre pause et de voilà, prendre un temps pour soi, un temps pour se retrouver avec soi-même, un temps pour écrire des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on ne sait pas dire. Et, euh, et avec le recul, quand on relit ces pages qu'on a écrites, mais c'est comme si on apprend, on apprend des choses sur soi-même, on apprend à mieux se connaître, on apprend à aussi poser les émotions. Je veux dire, une C'est grosse ça, colère, c'est avant ça. d'aller l'envoyer au visage de la personne contre laquelle on éprouve cette colère, Mmh. ben, si on a pris le temps de la poser dans un Mmh. journal, dans un cahier, eh bien, notre prise de parole sera plus réfléchie, sera plus porteuse, on va dire. Mmh. Donc, C'est une forme d'exutoire, en fait, c'est l'écriture. un exutoire, effectivement un outil d'apaisement, un outil de connaissance, meilleure connaissance de soi-même et effectivement un outil thérapeutique. C'est ça. Alors une autre caractéristique, c'est que dans vos romans, la place de la famille, de la mère, mais aussi du père, est centrale. Dans Confidentiel, on l'a vu tout à l'heure dans le passage que j'ai lu, le père a un rôle, important, tout aussi important que la mère qui est bien sûr, centrale dans l'éducation, des enfants et le partage des responsabilités. Dans Deva, dans cette maman-là, Deva veut retrouver son père, qu'elle ne connaît pas. Sa mère, évidemment au centre de son éducation. En mettant en scène, ces situations,
familiale que beaucoup connaissent, hein, que ce soit l'absence du père ou une présence d'une mère seule élevant ses enfants, solide, prête à tout affronter en termes de difficultés. Est-ce que ces situations, en les décrivant, vous voulez les dénoncer ou vous voulez amener à une prise de conscience? Bah, ce que j'essaye de faire, c'est de nous donner à nous-mêmes un miroir de cette société, miroir de ces cellules familiales qui explosent, hein. On avait ce modèle de société autour du Lacou où les enfants étaient les enfants de tout le quartier, de tout le Lacou, où chaque adulte pouvait jeter un œil sur les enfants du voisin, de la voisine, du cousin, de la cousine. Aujourd'hui, les habitats sont explosés. Aujourd'hui, les familles se replient sur elles-mêmes et c'est important, il me semble, de figer à la fois ces moments, où, d'un passé pas si lointain que ça, et puis en même temps de donner à voir ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de familles où c'est la mère, la femme assure et assume seule. Là, en l'occurrence, c'est parce que le père est absent, il n'est pas volontairement défaillant dans Mhm. l'histoire de cette maman-là. Dans Confidentiel, au contraire, le père est présent. Enfin, Il a il été devient présent? absent ensuite, malheureusement. Mais en Ouais, tout cas, il est présent et même absent, il continue d'être une figure de c'est référence ça. pour l'équilibre simplement de ces enfants-là. C'est ça. Donc à la fois, c'est un contexte familial dans lequel les enfants peuvent se retrouver, mais aussi dans lequel les parents peuvent aussi se retrouver et réfléchir sur la condition en fait de la famille. Absolument, oui. Et justement, dans cet environnement familial, il y a un autre thème que vous soulignez, c'est le thème des secrets de famille, les choses qu'on ne dit pas. La mère de Deva ne lui parle jamais de son père, la souffrance qu'éprouve Samuel à la mort de son père, il n'en parle pas, il ne peut pas en parler ou il ne sait pas en parler. Ou encore les difficultés familiales que rencontre Kevin, qui est l'ami de Samuel vis-à-vis de son père, qui bat sa mère et toutes ces souffrances familiales qu'il rencontre. En fait, ces situations de non-dit, de secret, ces sources de souffrance, est-ce qu'elles ne soulignent pas l'importance du dialogue que l'on doit avoir dans la famille? Complètement dans la famille et euh, dans les rapports humains d'une façon plus générale. Le poids des secrets est terrible. Dans chaque famille, il y a des secrets comme ça qui se perpétuent de génération en génération. Et ce que l'on oublie, c'est que même si les choses ne sont pas dites, elles sont perçues d'une façon ou d'une autre en énergie ou dans la densité du silence, elles sont perçues. Et le fait de ne pas savoir, le fait que des mots ne soient pas mis sur ces Mhm. choses qu'on sent sans pouvoir les nommer, cela fait plus de mal, C'est ça. selon moi, que de savoir la vérité ou au moins euh, quelque chose de cette vérité, même si on ne la sait pas dans son entièreté. Et il y a les non-dits, mais les mensonges aussi Mhm. qui pèsent et qui alourdissent les relations, qui créent des malaises, des mal-être. Et, euh, et donc, c'est une invite au dialogue, une invite à, à s'écouter et à s'entendre parce que euh, on peut écouter sans entendre C'est et ça. voilà. On peut écouter sans entendre, mais vous soulignez cette importance du dialogue et c'est vrai que les parents peuvent tout à fait prendre conscience de ces manquements et de ces difficultés. Alors, vous décrivez aussi des sujets difficiles que rencontre la jeunesse, comme la discrimination, le harcèlement, la drogue à l'école ou encore la sexualité. Comment parler de ces sujets aux jeunes? Vous le soulignez dans vos ouvrages, mais il me semble aussi que vous donnez quelque part des clés aux parents pour pouvoir parler de ces situations ou mieux les comprendre?
Alors c'est vrai que quand Confidentiel a été publié pour la première fois, j'ai eu des retours de parents qui m'ont dit qu'à travers ce livre, euh, ils ont pu aborder des sujets délicats avec leurs enfants, comme celui de l'éveil à la sexualité, comme celui des premiers émois amoureux, etc. Euh, je pense que, encore une fois, le fait d'observer, le fait d'écouter, le fait de m'être formée aussi à l'accompagnement, par exemple en relation d'aide, à, à l'accompagnement en situation de crise, etc. Tout cela fait que, euh, ben, à force d'expérience aussi, j'ai acquis un certain nombre d'outils et l'écriture me permet justement, à travers ces ouvrages, de distiller un peu de ces, de ces outils, j'ai envie de dire, de communication, Oui, de dialogue et de meilleure compréhension de soi et des autres. c'est ça, vous donner des clés, en fait, à la fois de lecture, mais aussi Mm. de compréhension affronter ces difficultés. D'ailleurs, je crois que vous avez eu un retour très positif d'une lectrice. Oui, Vous parliez des retours que vous faisaient les parents, mais oui. aussi des lecteurs, si vous voulez partager avec nous. Oui, alors j'ai reçu ce message de quelqu'un que je ne connais pas, hein, qui a cherché à me joindre pour me dire, À propos de à Confidentiel. propos de Confidentiel, bonsoir madame, je tenais à vous laisser un petit message concernant votre œuvre Confidentielle. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup lire et pourtant hier j'ai été à la FNAC, oh, pardon, et votre livre m'a attiré sans trop savoir pourquoi. Il m'a comme appelé. Je l'ai donc acheté et je ne regrette vraiment pas. Je l'ai, à ma plus grande surprise, lu d'une traite et avec plaisir. J'ai aimé la simplicité, l'originalité de l'histoire, ainsi que les différents sujets abordés. Tout au long de la lecture, j'ai vécu l'histoire, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Je tiens à vous féliciter pour votre chef-d'œuvre, il est très bien écrit. Et de surcroît, merci de m'avoir donné goût à la lecture. Et ça, c'est le cadeau, vraiment. Merci de m'avoir donné goût à la Oui, lecture. Je crois que s'il ne fallait retenir qu'une chose de ce message, ce serait ça. C'est c'est ça. parvenir voilà, à transmettre ce goût de la lecture, cet amour de la lecture à quelqu'un qui avoue Ne pas voilà, lire. ne pas lire, ne pas Oui. aimer lire. C'est la meilleure récompense que peut avoir un auteur. C'est vrai que c'est un très beau témoignage et qu'on le prend aussi pour nous, puisque c'est l'objectif de l'émission, c'est de faire aimer la lecture et Tout donner à ce fait. goût, en fait, Mm, cette envie de mm, lire. Alors, on va parler aussi d'un autre ouvrage qui est Tibougla, euh, qui est d'abord un conte, hein, un conte illustré pour les tout petits que vous avez écrit. Alors, Tibougla, c'est l'histoire d'un petit garçon solaire, lumineux, très joyeux, qui évolue dans un village un peu triste où les adultes sont moroses et tristes parce qu'il y a un nuage épais qui surplombe le village. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce conte? Et, et aussi, les contes sont en général, on dit toujours que c'est pour les enfants, mais en fait, ils sont lus par les parents. Et donc, quelque part, les parents, ils sont aussi destinataires des contes. Et j'ai envie de vous demander quel est le message que Tibougla amène aux adultes. mm. Thibaut Glam a été, je le dis et je regarde cette magnifique couverture euh, réalisée par Jade Amaury. Thibaut Glam a été, j'ai envie de dire, donné au sortir d'une méditation. Voilà, j'ai écrit cette histoire d'une traite. Mais c'est vrai que euh, cette histoire m'habitait déjà. L'envie de transmettre aux adultes, c'est une histoire pour enfants, C'est ça? mais c'est l'envie de transmettre aux adultes cette, comme une alerte justement sur l'état de nos relations interpersonnelles et de nos relations avec la nature. Euh, euh, c'est quoi l'histoire? C'est un épais nuage qui recouvre le village de Campovilla. Et Tibougla a la mission de faire revenir le soleil, puisque le nuage empêche les rayons du soleil de baigner le village. Et donc la croissance des plantes est ralentie, les gens sont tristes, moroses, etc. Et, une dame vient en rêve lui raconter qu'en fait, ce village s'est constitué
suite aux nombreuses disputes des grands et aux pensées sombres qu'ils ont commencé à entretenir suite à ces disputes, à ces querelles de grandes personnes dans lesquelles les enfants n'ont rien à voir, mais qui malheureusement euh, agissent sur eux, sur leur environnement, sur leur état d'être. Donc le message, c'est vraiment celui-là, faire attention les uns aux autres et faire attention à cette nature qui nous environne et dont nous sommes responsables. C'est ça qu'il y a de fabuleux dans vos ouvrages, c'est que sous couvert de vous adresser aux enfants, aux adolescents ou aux tout-petits, vous avez des messages très profonds, que ce soit sur la société, les caractéristiques de la société, mais aussi sur ce que vous venez de dire, les valeurs positives de dialogue et d'entraide, en fait. Oui, parce que effectivement, singulièrement les contes ont toujours eu, je crois, cette double destination. On s'adresse aux enfants, mais derrière l'histoire, derrière le récit, il y a effectivement un message, ou en tout cas un enseignement, puisque je crois dans la vertu thérapeutique des contes, oui. pour les plus grands. Oui. Alors ce conte a donné lieu vous a inspiré pour écrire une pièce de théâtre. Racontez-nous comment on passe du conte au théâtre. Alors, cette pièce de théâtre est en quelque sorte une commande du Bénin à travers le Centre culturel de rencontre international. Le directeur de ce centre, M. Nougloyi, avait lu l'histoire de Tibougla et il avait aimé. Et il me disait, j'ai besoin de textes théâtraux pour les enfants du centre, pour les petits-enfants, pour les jeunes. Voilà, donc j'ai écrit cette pièce en résidence d'écriture à Ouidah. Et elle a été mise en scène par un metteur en scène suisse vivant au Mali, qui l'a mise en scène avec de jeunes comédiens béninois. Et j'ai beaucoup aimé ce travail-là d'appropriation, voilà, de cette histoire par des jeunes. Et c'était vraiment une belle histoire. Donc quand j'ai écrit le conte en tant que tel, je n'imaginais pas que voilà, ça donnerait une pièce de théâtre. Je n'imaginais pas que Tibougla voyagerait ainsi à travers les océans. Mais on retrouve bien son caractère solaire, joyeux dans les deux ouvrages, que ce soit le conte ou le théâtre. Alors, j'ai envie, aujourd'hui, maintenant, qu'on découvre votre face cachée, d'autres facettes de votre personnalité multiples et nombreuses, comme on vient de le voir, à travers la rubrique La face cachée. Alors Nicole, on a parlé de vos romans, de vos pièces de théâtre, de vos contes, mais on n'a pas parlé de poésie. Et je sais que c'est un art qui vous plaît, c'est peut-être celui que vous préférez. Alors, je ne sais pas si c'est celui que je préfère, en tout cas, c'est mon mode privilégié d'expression, on va dire ça. La poésie me vient d'abord et le reste. Ça a été votre premier canal d'écriture ? Absolument, absolument. Les premiers poèmes gribouillés dans mes cahiers. À quel âge ? Le premier poème dont je me souviens, en tout cas, il était écrit à l'école primaire. Je me souviens de l'enseignante, c'était Madame Bermude qui m'avait demandé qui nous avait demandé d'écrire un poème, et j'avais écrit ce poème qu'elle avait gardé pendant toutes ces années. La réception de ce poème par l'enseignante, en tout cas, m'a donné confiance et envie de continuer à écrire de la poésie, et je n'ai jamais cessé. Et vous avez eu ce prix donc pour votre recueil de poésie ? Arc-en-ciel d'espoir. Oui, tout à fait. Des recueils, mais celui-là en particulier. Oui. Est-ce que vous voulez nous lire un poème ? Alors, je vais vous lire un poème extrait d'Arc-en-ciel d'espoir.
Par exemple, le fils d'Espérance qui parle d'Haïti. Je suis fils du pays d'Haïti et ce pays est un bateau percé qui fait eau de toutes parts. Mon pays d'Haïti est un gommier brisé dans l'œil du cyclone, mon père dit. Le vent est une longue complainte, un chant qui se meurt sur les récifs, une plainte étouffée dans la gorge des hommes, des femmes, des enfants, des bottes people échouées dans le lit des faits de l'océan. Et les yeux de mon père charrient des larmes de pierre et il dit le pays d'Haïti est un homme aveugle dans une nuit hagarde, le zombie égaré d'un rituel macabre, une promesse qui n'arrête pas de mourir. Moi c'est petit Haïti, m'attend saison de l'eau, m'attend saison fleur, c'est petit Haïti, Haïti. Haïti. Ma mère écoute, elle dit, je refuse la déveine, moi, j'ai rêvé la paix, une pluie avalace, dégringolant des mornes nus, et la vie ressurgit en bouquet de verdure, quand on la croyait éteinte à jamais, et la vie jaillit des entrailles d'un pays rendu à lui-même. Semez du sel, et la pluie avalace fera tout le reste. Donnez du sel, donnez de l'eau. L'espérance est une plante rebelle qui refleurit à chaque saison. Je suis fils d'Haïti. J'espère en la saison des eaux et des fleurs nouvelles. C'est petit Haïti, etc. C'est formidable, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Et Nicole. René s'est levé. Voilà, vous voyez que la petite mascotte de Zitata s'est levée, Oni, qui nous accompagne sur ce plateau aujourd'hui. Il aime beaucoup la poésie et en particulier le chant, parce que c'est un autre de vos talents, Nicole. On essaie en tout cas voilà, comment transmettre l'émotion. Donc, à travers différents médiums, le théâtre, la poésie, le chant, etc. C'est ça, vous êtes une femme aux multiples facettes, ce que je disais en introduction, mais vous avez une très belle écoute, une très belle ouverture à l'autre. Et j'ai envie de vous demander d'où vous vient cette bienveillance, cette qualité humaine. Bien, merci de me reconnaître cette qualité déjà. Je pense que le fait d'avoir grandi à la campagne et donc au plus près de la nature, et même quand une partie de mon enfance s'est faite aussi au bourg du François, mais jamais loin de la mer. Donc ce contact avec la nature, je pense que c'est une invite permanente à l'écoute. Et puis, je pense que c'est ma famille aussi, parce qu'on est nombreux, on est 10. 10 frères et sœurs ? 10 frères et sœurs, voilà, une fratrie de 10. Et on a pris l'habitude de s'écouter, de s'épauler, de chercher à comprendre ce que vit l'autre. Et je pense que tout ça me vient de ça, de cette transmission, en fait, de nos parents. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous révéler à nous, aux auditeurs et aux téléspectateurs de Zitata? Est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous avez envie de nous transmettre? Bien, c'est un peu le message de Tibougla, c'est-à-dire que à travers ces temps troublés que nous vivons, à travers ces temps de tensions, de difficultés sociales, économiques, etc., essayer de ne pas perdre de vue notre part d'innocence, en fait. Notre part d'innocence, notre faculté d'accéder à la joie, malgré tout ce que nous pouvons vivre de compliqué, de difficile. Parce que finalement, la joie et cette innocence peuvent devenir des moyens justement pas seulement de supporter l'insupportable, mais d'y répondre et
d'y faire face et de les transcender. C'est ça, de les transcender, de trouver des solutions Mm. par l'écoute, le dialogue. Enfin, on revient Absolument. à votre thème Mm. central. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je sais que la lecture, forcément, est au cœur de vos passions, de vos intérêts. Et je suis sûre que vous avez un bel ouvrage à nous faire découvrir. Je vous propose de le découvrir sans tarder dans la rubrique Coup de cœur. Alors, Nicole, parlez-nous de votre coup de cœur littéraire que vous avez envie de nous partager. Alors, j'ai fait l'acquisition de ce coup de cœur littéraire auprès de son auteur lors du festival Mes Poésies dernier, qui rendait un double hommage à la fois à Marie Scondé et à Édouard Glissant. Rappelez-nous le titre. Du festival. Non, de votre ouvrage, coup de cœur. Alors, c'est Le Diamant d'Édouard Glissant, de Valérie. Oui, on le voit à l'écran. Marin Lamellé, tout à fait. Et, avec des illustrations, avec des illustrations d'Annabelle Guerrero, la plasticienne vénézuélienne. Et ce livre est une belle rencontre entre deux formes d'art, effectivement, l'art sculptural et l'art visuel. Et on a cette magnifique photo de la maison d'Édouard Glissant, d'où cette photo où cette photo a été prise. Et ce livre me touche beaucoup parce que c'est une déambulation, j'ai envie de dire, pas seulement à travers l'œuvre de Glissant, pas seulement à travers son lien avec le diamant, mais voilà, ça nous le rend, ces mots-là de Valérie Marin Lamellé nous le rendent proche, délicat, fragile aussi, et puis ce qui n'enlève rien à sa puissance et à la grandeur de l'homme. Donc j'ai aimé c'est une écriture presque chaotique, oui. Mais le chaos est glissant, on sait ce que c'est. Ouais. Donc parce que c'est vraiment comme une conversation intime, à bâton rompu, et cette impression de chaos, elle commence quelque chose, et puis il y a l'occurrence d'un souvenir ou d'un moment d'histoire ou d'une anecdote qui intervient là brusquement, et elle retourne à son propos. Et j'aime vraiment ce côté déconstruit, alors qu'en réalité, il y a un fil conducteur. Et que ce fil, c'est cette maison d'Édouard Glissant, c'est ce diamant, et c'est aussi en toile de fond son lien avec cette Martinique qu'il a aimée. C'est ça, et dans laquelle vous vous retrouvez. Absolument. Merci beaucoup. Écoutez, ça donne vraiment envie de le découvrir. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer de découvrir cet ouvrage qui est Tigeant l'élégant, qui est un ouvrage d'Élie Dupré, qui a été aussi publié chez Caraïbes Éditions. Alors, je l'ai choisi parce que c'est un des premiers livres d'un primo-romancier qui a été reconnu, primé par le prix littéraire de la rentrée. Et qui a été édité par une maison d'édition ultramarine. Et donc, c'est une des premières fois que ça arrive, donc je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Il a une très jolie préface de Simone Schwarzbart, qui a connu l'auteur, et qui dit, en citation, « C'est l'histoire bouleversante d'une amitié, d'une promesse, d'une dette. C'est un ouvrage éblouissant. » Donc, ça donne vraiment envie de le lire. En fait, en quelques mots, c'est l'histoire
d'un jeune homme qui se remémore les vicissitudes de son existence entre la Guadeloupe des années 40 et Cuba des années 90, en passant par la métropole. Et il brosse des tableaux des divers milieux qu'il a traversés, que ce soit le grand banditisme ou ses passages en prison où il a connu des compagnons peu fréquentables, et aussi ensuite une femme qui lui ouvre les portes d'un nouvel univers. Donc c'est vraiment plein de milieux complètement différents. C'est une écriture qui est singulière, elle est empreinte d'oralité, elle est très, très orale en fait, cette écriture, très vivante, tantôt révoltée, tantôt mélancolique. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de souligner. Moi, je vais découvrir avec plaisir. Vous avez piqué ma curiosité. Voilà. Alors, je vous propose aussi de découvrir celle d'une jeune. Vous savez qu'on présente toujours l'ouvrage d'une jeune ou d'un jeune adolescent qui aussi aime la lecture. Bonjour, je m'appelle Kezia, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous présenter le roman L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Alors, il faut savoir que notre histoire, elle se déroule autour d'une jeune fille qui s'appelle Nine et qui s'avère être une étudiante qui devait initialement se rendre à une soirée étudiante, mais sa maman en a décidé autrement puisqu'elle va l'emmener au bord d'un lac, donc ce lac-ci. Et en fait, il s'avère que toute la nuit, elles vont échanger sur un passé que sa maman lui avait caché. Et elle va en fait lui révéler des flashbacks et des souvenirs pendant toute cette nuit. Alors pourquoi ce roman m'a plu Parce que déjà il y a un aspect de voyage. Il faut savoir que pour tous ceux qui aiment en fait se sentir imprégné de l'histoire, cet aspect justement immersif, je vous conseille vraiment ce roman parce que au fur et à mesure de l'histoire en fait on découvre des souvenirs et des flashbacks qui peuvent être heureux, tragiques. Et en fait ça m'a vraiment fait penser au récit de la vie puisqu'en fait chaque personne, chaque étudiant connaît des hauts et des bas dans sa vie. Donc on peut vraiment en fait s'apparenter au personnage de Nine justement, d'où cet aspect touchant aussi. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect du décor, puisque déjà, juste par la première couverture, ça m'a vraiment donné envie de lire, parce qu'en fait, le décor, il est hyper bien décrit. En fait, on s'y croit vraiment, parce que même l'aspect du fait que ce soit toute la nuit, ça amène aussi cette espèce d'énergie, moi, que j'ai vraiment aimé au cours de ma lecture. Et aussi, il y a cet aspect familial, puisque on va découvrir aussi un récit familial. Nine, justement, elle va découvrir des nouveaux personnages qui étaient inconnus à sa vie. Et aussi, au cours du récit, on va beaucoup s'intéresser au lien entre la maman et sa fille qui va se développer. Donc voilà, toute personne peut se reconnaître à travers cette histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça m'a permis aussi de m'évader, ce livre. À chaque fois que je reprenais la lecture, j'étais vraiment imprimée dans l'histoire. Je voulais encore plus découvrir les souvenirs, etc. Donc vraiment, je trouve qu'il y a une accroche dans ce livre et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans mes livres. Je veux vraiment juste passer du bon moment. Du coup, je vous conseille vraiment ce livre-là. C'est intéressant. Ah oui, vraiment. Elle est passionnée, oui, par oui. sa lecture et la façon dont elle en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ça fait plaisir déjà hein, de voir une jeune voilà, communiquer sa passion. Sa passion et là aussi, ça donne envie de découvrir cet ouvrage, vers lequel je ne serais pas allée spontanément, mais elle en parle avec tellement d'enthousiasme. Et vous avez vu qu'elle a parlé de secrets de famille Tout à fait, au début tout à de fait. son récit. Oui. Non, c'est intéressant parce que ça montre que la jeunesse aussi lit et peut Oui, transmettre oui, aussi tout à fait, ce goût de lecture. complètement. Eh bien, je crois que cette émission s'achève, Nicole. Merci pour ce moment de partage, merci pour ces confidences, merci pour la lecture du poème, merci pour le chant. C'est avec plaisir. Merci de nous avoir livré plusieurs facettes de votre personne et aussi de vos ouvrages. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux de Zitata et je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.